Donc, l'objectif du jour, c'est de vous présenter la gestion de la finance dans Axolor, qui est complètement intégrée et qui va nous permettre de pouvoir automatiser les flux, les sécuriser, en faire un enjeu comment dire, un enjeu de productivité dans la solution. Et puis également de pouvoir vous donner un peu de perspective sur la suite. Donc, on va basculer entre les présentations sous forme de diapo et puis également quelques manipulations dans la solution. On passe au plein écran. Avant ça, l'idée, c'est de vous présenter un peu tout le périmètre que couvre la solution. Donc, le premier, c'est la gestion de la facturation, avec la possibilité de générer des factures en automatique, depuis des contrats, depuis des commandes, depuis des bons de livraison, depuis une gestion à l'affaire avec la facturation d'avancement. Évidemment, on gère les différents modes de règlement clients, donc prélèvement, LCR, chèque, etc. La gestion du recouvrement, avec des méthodes de relance qui nous permettent de pouvoir définir différents niveaux de relance et différentes actions qui vont être déclenchées au fur et à mesure. La comptabilité auxiliaire, aussi bien donc clients et fournisseurs, et puis les états comptables normalisés. Au niveau de la comptabilité, on va pouvoir gérer des écritures comptables avec leur statut, donc des écritures qui peuvent être simulées, brouillard ou comptabilisées. Comptabiliser des écritures qui sont rendues intangibles dans l'outil, qui sont signées électroniquement, chaînées, donc on ne peut pas les supprimer ni depuis l'application, ni même directement en base de données. Des écritures brouillard qui peuvent être encore modifiées, des écritures simulées qui servent à projeter une opération, par exemple les écritures de dotation aux amortissements, ou bien une opération de cut-off comme des PCA, CCA ou autre. Le lettrage, sachant qu'il est à 2 niveaux dans la solution, on va retrouver évidemment le code lettrage traditionnel, donc on a une écriture de 1000 € avec peut-être un règlement de 1000 €, on a un code lettrage AA. On peut avoir du lettrage partiel, on a une facture de 1000 € et un règlement. Et quand on aura le deuxième règlement, et dans ce cas-là, notre lettrage sera équilibré. Et puis, on va regarder toutes les imputations, c'est-à-dire qu'on saura exactement que tel paiement a été imputé pour tel montant sur telle facture à telle date. Ça nous permet aussi de pouvoir plus facilement suivre la déclaration de TVA. On va retrouver donc les états comptables, une gestion d'immobilisation avec les différents plans d'amortissement, une gestion de la comptabilité auxiliaire, analytique avec différents axes par pièce, une autonomie complète des écritures comptables, ce qui veut dire qu'on peut très bien utiliser l'outil uniquement de comptabilité. On est capable de déclencher un ordre de virement pour payer un fournisseur, que la facture, que la pièce est enregistrée au travers d'une facture ou au travers d'une écriture d'achat. Et puis on va retrouver évidemment les traitements périodiques, donc les traitements de clôture mensuels, annuels, ainsi qu'une gestion complète de notes de frais. Je dis complète puisque sur les notes de frais, on va pouvoir non seulement prendre en photo le justificatif au travers des terminaux portables, donc sur Android ou sur Apple. On va en faire une valeur probante, donc on va signer horodater le document, ce qui fait qu'on pourra jeter le justificatif. Et puis derrière, on va lire le contenu, donc via de la lecture OCR, ce qui nous permet de compléter automatiquement la saisie de la note de frais. Et ensuite, on a un workflow de validation jusqu'au règlement par virement du collaborateur. Au niveau de la gestion de trésorerie, on va gérer aussi bien les encaissements et les décaissements, que ce soit côté client ou côté fournisseur. On peut enregistrer des règlements au travers d'une opération ponctuelle. Sur une facture, on veut déclencher un règlement. On peut le faire également au travers des campagnes de règlement, avec un assistant qui va nous permettre de requêter la base, de récupérer toutes les pièces qui sont arrivées à échéance de peut-être la fin du mois, et de pouvoir les travailler jusqu'à ensuite générer un ordre bancaire et d'envoyer cet ordre bancaire en banque. Donc pour pouvoir l'envoyer en banque, on peut s'appuyer notamment sur le protocole IBXTS, à savoir qu'on a intégré également l'open banking au travers de Powens. Et puis derrière, on va récupérer nos relevés bancaires qui nous permettront de pouvoir lancer un rapprochement bancaire et une comptabilisation. Alors vraiment les deux opérations, lorsqu'on va émettre un ordre, par exemple, de virement pour payer un fournisseur, eh bien, on va être émetteur de l'ordre, on va enregistrer son écriture comptable au moment où on va générer l'ordre. Et puis, lorsqu'on va effectuer notre rapprochement, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur le code de l'opération pour pouvoir rapprocher les deux pièces. La comptabilisation, on a reçu un virement d'un client. Il y a un travail d'enquête à faire pour retrouver la pièce correspondante. Et donc, à ce moment-là, l'outil est capable de comptabiliser en s'appuyant notamment sur les relevés enrichis qui nous permettent de récupérer
l'IBAN de l'émetteur, donc de comptabiliser l'encaissement, et puis derrière de faire une recherche sur les pièces pour retrouver la bonne facture qui était soldée. Donc on peut faire cette recherche au travers de différents critères. Ça peut être via le numéro de facture qui aurait été présent dans l'opération de virement. Ça peut être également à travers des montants, avec différents seuils de tolérance, des dates, pour le rapprochement. Donc c'est un rapprochement, une cotisation qui est automatique, mais pour lequel l'utilisateur garde la main. C'est-à-dire que c'est une proposition, mais rien n'empêche ensuite d'arbitrer différemment. On a également une gestion budgétaire qui est complète dans la solution, avec notamment une gestion de version, sur laquelle on peut donc du coup réviser notre budget. On peut aussi revenir sur une version précédente à tout moment, et on garde tout l'historique. On a une gestion de budget multiniveau, ce qui veut dire qu'on peut construire une arborescence dans nos budgets qui est variable d'une section à une autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un service pour lequel on a besoin d'aller jusqu'à 4 niveaux, et puis un autre service où on aurait moins de niveaux. On va pouvoir donc visualiser nos budgets évidemment, avec dans la visualisation les différents montants, les différents indicateurs. Donc on va retrouver le montant initial qui a été défini. On retrouve l'engagé au niveau de nos commandes, le réalisé sans engagement, donc qui aura été facturé sans être lié à une commande, réalisé avec engagement, donc pour le coup issu d'une commande. On a également le montant payé, on va retrouver le disponible, l'écart ferme, etc. Et nos versions, on va pouvoir du coup réviser chacun des postes, tout en faisant un contrôle évidemment sur ce qui a déjà été engagé ou réalisé. On va pouvoir définir des scénarios de construction budgétaire, ce qui nous permet de pouvoir projeter nos budgets sur les années suivantes. Et pour ça, on va s'appuyer sur des formules. Donc par exemple, ici, on va retrouver une formule qui est appuyée sur INVACT. INVACT, c'est le code investissement actionnaire multiplié par 1,12. On peut avoir tout type de formule, c'est des opérations mathématiques, comme on pourrait faire sur un tableur, sur Excel, même si on peut aller un peu plus loin, puisqu'on peut interroger également la base de données. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur ces formules pour faire une projection des montants de nos budgets sur les prochaines années. On trouve ici, par exemple, une projection sur 2024 et 2025, avec donc des montants qui ont pu être initialement renseignés, qui peuvent servir également de variables dans la construction de notre scénario. Et puis ensuite, on voit apparaître le résultat de notre calcul sur les 2 années, donc avec la projection, ce qui nous permet derrière de pouvoir valider et en faire un budget ou le revoir avant de valider. On a également des états normés, donc par exemple le RRD, donc l'état réalisé des recettes et dépenses, et bien d'autres. On a une BI qui est complètement intégrée, qui nous permet aussi de naviguer dans les données. Donc pour les budgets, on a un exemple de tableau de bord, on en a pour plusieurs domaines, dans lequel on va pouvoir zoomer sur certaines rubriques et présenter la donnée différemment, puis on essaiera de le voir juste après. Au niveau des flux, l'avantage finalement d'avoir une comptabilité qui est intégrée dans un ERP, c'est de pouvoir s'appuyer sur les process métiers en amont. Et donc sur les données qui sont du coup qualifiées et qui nous permettent d'alimenter nos flux. Donc les différents flux, ça peut être le flux purchase to pay, order to cash. On va déjà voir le premier. Donc le flux le flux purchase to pay, donc de la demande d'achat jusqu'au règlement et le rapprochement bancaire. Donc depuis une demande d'achat qui peut être issue d'un collaborateur qu'on a pu regrouper, depuis un calcul des besoins, finalement peu importe, on va pouvoir derrière passer des commandes auprès de nos fournisseurs et sur ces commandes, eh bien commencer à réaliser une affectation analytique et budgétaire. Donc elle peut être réalisée manuellement, cette affectation, elle peut s'appuyer également sur des clés de répartition pour l'automatiser. À partir de cette commande, on va recevoir un bon de réception que l'on va valoriser au PNP par exemple, qui peut être revu par la suite, peut-être au moment où on va recevoir la facture, notamment quand on est par exemple dans les métaux, les cours peuvent évoluer, donc on a cette nécessité de venir corriger la valorisation, eh bien on peut a posteriori recalculer le PNP. Et puis donc du coup cette réception qui a été valorisée va ensuite nous servir de point d'entrée pour pouvoir déclencher nos factures d'achat. On a plusieurs cas de figure, soit on déclenche une facture de contrôle depuis l'outil et on vient la compléter, la corriger, soit on est dans un cycle automatisé et cette facture d'achat elle a été intégrée automatiquement au travers d'une réception par email ou demain via la réforme de la facturation électronique. Évidemment sur nos factures d'achat on retrouve quelques fonctionnalités classiques comme les acomptes, les escomptes, la retenue de garantie.
Et puis, à partir de ces factures, on va pouvoir apposer un bon à payer, donc valider que la facture peut passer en règlement, et déclencher notre bancaire, l'envoyer en banque et effectuer notre rapprochement bancaire. Donc l'idée, c'est d'arriver à automatiser et de le sécuriser également. Et donc pour ça, on va pouvoir s'appuyer notamment sur la réforme de la facturation électronique. Évidemment, c'est pas le seul cas d'usage, mais c'en est un enjeu. Donc Axelor s'est positionné en tant qu'opérateur de dématérialisation, avec une connexion directe initialement au PPF et au PDP. Il y a eu un changement il y a une dizaine de jours où le PPF ne permettra pas, en tout cas dans un premier temps, de pouvoir s'y connecter directement comme c'était prévu. Donc une connexion au PDP. En sachant que la solution se veut multi-PDP. C'est-à-dire qu'on a un module générique d'intégration des factures, que les factures soient intégrées au travers d'une PDP, au travers d'un canal EDI ou bien encore par email, notamment parce qu'on a des pièces qui vont venir de l'étranger, et puis parce que l'application de la réforme va être progressive. On est membre de la FNFE et on avait été retenu pour la phase pilote de la réforme de la facturation électronique, donc qui était prévue pour 2025, et donc maintenant on attend un peu les différents éléments de calendrier. Au niveau de l'intégration d'une pièce, on va retrouver ce schéma. Donc on peut avoir des pièces qui vont venir de fournisseurs français et qui vont transiter par des PDP. Des factures françaises, mais qui pourront peut-être être réceptionnées par email, simplement sur un fournisseur qui est peut-être une TPE, une PME, qui n'est pas encore soumis à l'obligation d'émission de la facturation électronique avant 2027. Donc on sera dans un mode mixte. Ou bien parce qu'on a des fournisseurs étrangers qui vont continuer à nous envoyer des factures par email ou par papier. Donc dans les deux cas, que ce soit par papier par email, on va passer par de la lecture OCR, en s'appuyant sur différentes librairies, Rossum, Mindy, mais également l'intelligence artificielle. Une fois que ces données sont intégrées dans le module data capture, donc dans Axelor, eh bien on va pouvoir appliquer des contrôles. À savoir que la différence finalement entre ces deux canaux, c'est-à-dire que quand on est sur une facture qui transite par une PDP, donc dans un cycle complètement dématérialisé, on est sur une qualité de données qui est bien supérieure à une lecture OCR où il pourrait y avoir des erreurs, évidemment, dans l'intégration. Ces factures, donc descendant data capture, on va effectuer des contrôles de rapprochement et de cohérence. Alors de cohérence, c'est de vérifier par exemple que la TVA plus l'hors taxe est bien égale au TTC. Ça permet de s'assurer que la donnée qu'on a récupérée est bonne. Et puis les contrôles de rapprochement. Donc contrôle de rapprochement, ça veut dire qu'on va vérifier que notre facture, elle correspond bien à notre bon de commande ou à notre bon de réception si on avait une réception partielle par exemple. Un autre contrôle qu'on peut appliquer, parce que ces contrôles sont paramétrables, eh bien, c'est de vérifier que l'IBAN de l'émetteur, donc l'IBAN de la facture, correspond bien à l'IBAN du fournisseur que l'on avait enregistré. Dans l'idée, évidemment, de payer le bon fournisseur. Donc, et de sécuriser finalement ce flux. Donc, dès lors on a fait ces contrôles, notre facture est validée, on va pouvoir l'enregistrer comptablement. Elle est en anomalie, parce que le montant a évolué par rapport à la commande, par exemple. Et bien, dans ce cas-là, l'utilisateur peut intervenir, corriger la facture ou revoir lever un litige et revoir auprès de... On retrouve la symétrie au niveau de l'émission des factures avec les différents formats d'émission, même si dans tous les cas, on sortira nos factures au format FactureX, c'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs, qui est un format qui a l'avantage d'être un format mixte, c'est-à-dire qu'il permet aussi bien d'avoir des métadonnées qui sont normées, mais également d'avoir une présentation sous forme de PDF, qui est assez classique et pour lesquels on est tous habitués. Et donc ce que l'on se dit, c'est qu'au démarrage de l'application de la réforme, ça va être plus simple de contrôler les factures en regardant le document PDF ou de compléter si le montant était différent, que d'être dans un format complètement dématérialisé. Et ces factures, on va pouvoir ensuite les envoyer aux clients, soit au travers du coup des PDP, soit au travers de différents canaux, donc via le DIFACT, via un échange d'emails, de web service pour les clients étrangers. Et donc on retrouve notre flux order to cash, dans lequel on va pouvoir, dès le devis, enregistrer notre analytique et notre affectation budgétaire, envoyer en signature notre devis. Alors la signature, j'en parle dans le flux order to cash parce que c'est un exemple qui est très concret, mais on peut l'appliquer un petit peu partout dans la solution. Donc on a un module de signature qui nous permet derrière de pouvoir envoyer le document, par exemple ici, à un client, que le client puisse signer ce document, on le réintègre automatiquement dans Axelor avec la preuve de signature, et puis on va derrière automatiser les traitements suivants, c'est-à-dire déclencher la commande
et puis organiser la production et la livraison. On va ensuite donc émettre nos factures. Par la suite, chercher à les recouvrer s'il y a des retours de règlement, avec évidemment tous les tableaux de bord qui nous permettent de monitorer. Si on a un retard de règlement, on peut passer par l'affacturage pour pouvoir finalement déléguer cette opération de recouvrement à un facteur, ou bien directement passer par des méthodes de relance qui permettront de déclencher des actions, donc par SMS, par email par exemple. Et puis enfin, on va récupérer les encaissements ou les déclencher si par exemple on utilisait des opérations de prélèvement ou de LCR, et éventuellement comptabiliser sur relevé si par exemple on avait reçu un virement d'un client. Au niveau de la trésorerie, on a un cycle complet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir émettre des ordres depuis la solution, donc des ordres de virement, CEPA, internationaux, de prélèvement, LCR, etc. On pourra également récupérer des ordres qui ont été générés depuis notre solution, un logiciel de paye, par exemple, qui avait émis un ordre de virement de salaire, le récupérer, le signer dans Excelor et l'envoyer directement en banque. On pourra également récupérer à partir de cet échange des accusés réception et évidemment le lendemain le relevé bancaire pour pouvoir déclencher un rapprochement automatique ou une comptabilisation automatique avec des indices de confiance, on verra ensuite. Et puis derrière, on a également la possibilité de pouvoir projeter l'évolution de notre solde, de nos soldes sur les prochains mois. Et pour ça, on va s'appuyer sur toutes les données de l'ERP. C'est aussi l'avantage d'avoir une comptabilité intégrée à un ERP, c'est qu'on va pouvoir aller s'appuyer sur les factures, les commandes, un petit peu toutes les données qu'on retrouve dans la solution. Et pour chacun de ces types d'encours, on va pouvoir les pondérer, mettre des conditions. Est-ce qu'on veut intégrer des devis uniquement une fois qu'ils ont été signés par le client? Est-ce qu'on veut les intégrer non signés, mettre un coefficient, etc. Et de pouvoir faire une projection de notre trésorerie sur les prochains mois. Les prochaines étapes, c'est de pouvoir travailler sur la localisation par pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une comptabilité qui répond aux normes françaises, au Canada, au Maroc, en Inde, mais d'aller un petit peu plus loin sur d'autres pays. La solution peut déjà d'ailleurs correspondre pour certaines, et pour d'autres, il y a des contraintes un peu particulières donc qu'on souhaite traiter. C'est de rendre notre comptabilité encore plus communicante, notamment au niveau des télédéclarations par exemple. Évidemment, de s'appuyer sur la facturation électronique, sur la réforme qui va être mise en place très prochainement en France, mais également par la suite en Europe. Et puis de s'appuyer également sur une brique IA qui est présente dans la solution et qui va nous permettre de pouvoir automatiser des traitements. Alors, pour essayer de prendre quelques exemples, on va utiliser l'IA pour faire de la lecture OCR. On va pouvoir l'utiliser également pour par exemple regarder les habitudes des utilisateurs, voir les factures qui sont automatiquement validées et puis faire des propositions. Ça va être également pour des choses finalement presque toutes bêtes. On a reçu, alors ça va peut-être du cadre de la comptabilité, mais on reçoit une piste avec un contenu qui est en anglais. On peut demander à l'outil de corriger et de traduire. C'est vraiment un module générique dans la solution, donc qui nous permet de pouvoir l'appliquer un petit peu partout. Et puis qui a aussi une efficacité qui est redoutable. Pour prendre un exemple qui est la lecture OCR, on peut faire la lecture OCR avec Mindy, qui reste une lecture assez simple. On peut s'appuyer sur Rossum, qui fonctionne par apprentissage, donc qui va pouvoir corriger au fur et à mesure sa lecture. Et puis on a l'intelligence artificielle qui, dès le démarrage, va nous donner un résultat qui est vraiment très beau. Ensuite, c'est de continuer sur les chantiers de BI, disons 360 sur l'ensemble de l'activité, et de pouvoir se rapprocher d'une clôture temps réel. Et puis enfin, de travailler sur la comptabilité carbone. Donc voilà un petit peu pour les généralités. Maintenant, l'idée, c'est de passer dans la solution et de manipuler. Alors, il faut que je change d'onglet. Donc dans la solution, l'idée, c'est de voir quelques fonctionnalités. On peut pas en une heure. Peut-être un premier point, c'est de pouvoir saisir une écriture au travers du plan comptable. Et donc pour ça, d'aller déjà consulter un fournisseur, par exemple Blueberry, sachant que nos tiers peuvent cumuler les rôles. Ils peuvent être aussi bien client, fournisseur ou encore d'autres rôles. Pour chaque fournisseur, on retrouve les informations comptables, avec notamment une liste de comptes
qui sont enregistrés, donc évidemment le compte fournisseur, le compte tiers, mais également un compte de charge par défaut. À noter qu'on retrouve le régime de TVA, donc en l'occurrence ici sur droit commun, mais qui pourrait être également sur option sur les débits, suivant ce qu'a retenu le fournisseur. Donc pour la TVA, on va s'appuyer sur le plan comptable pour savoir si on est sur débit ou sur encaissement. Donc si on est sur des honoraires, donc sur encaissement, et si on est sur débit. Et on a la possibilité de forcer auprès des fournisseurs pour pouvoir enregistrer qu'il a choisi l'option sur les débits. En l'occurrence, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est de faire une saisie au kilomètre et de s'appuyer sur ce compte de charge par défaut qui nous permet d'automatiser la saisie. Donc, au niveau de la comptabilité, on peut saisir les écritures de différentes manières, soit manuellement, soit à travers la saisie au kilomètre, ou encore au travers de modèles d'écriture qui auraient été prédéfinis, par exemple un loyer qui est récurrent. Mais on a également, bien évidemment, la possibilité automatique depuis tous les flux métiers, c'est-à-dire lorsqu'on va enregistrer une facture, on va déclencher l'écriture de vente. Lorsqu'on déclenche un ordre bancaire, on déclenchera l'écriture d'encaissement. Lorsqu'on veut lancer des FNP, FAE, donc les factures à émettre, par exemple, pour les bons de livraison, on va rechercher les bons de livraison qui sont réalisés, expédiés, mais pour lesquels la facture n'a pas été enregistrée, et on va ressortir les écritures. Donc, dans l'outil, l'objectif, c'est qu'un maximum de pièces soient enregistrées automatiquement. Mais on peut le faire également manuellement. On va faire un exemple sur les achats, même si c'est peut-être de moins en moins le cas intéressant, puisque, y compris pour les frais généraux qu'on a l'habitude de faire en saisie en masse, et bien demain, on passera par la réforme de la facturation électronique. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir compléter mes pièces, donc en travaillant au clavier, enregistrer le numéro de la facture que j'ai reçue, enregistrer un descriptif, donc fourniture bureau, sélectionner mon tiers, ici Blueberry, je vais récupérer toutes les informations qui ont été préenregistrées. Donc je vais récupérer la condition de règlement, le mode de décaissement, ici par virement, le compte de charge que l'on avait configuré, la TVA, etc. Et je vais pouvoir soit réviser ces informations, soit passer directement sur la saisie de mon montant au débit, continuer avec l'analytique ou avec un descriptif, etc. Ou lui demander de passer à la ligne suivante. Quand je vais passer à la ligne suivante, je vais pouvoir soit continuer à enregistrer un autre poste, un autre compte de charge par exemple, ou bien je vais pouvoir également lui demander de me générer des contreparties. Donc contrepartie, d'avoir ma ligne de TVA finalement et ma ligne sur mon compte tiers. Et dans ce cas-là, l'outil va permettre automatiquement de déclencher la contrepartie donc sur le compte de TVA et le compte fournisseur. Je vais pouvoir ensuite continuer à saisir mes lots, ou bien arrêter ma saisie, lancer un contrôle. Je peux ensuite déclencher les écritures. Mes sessions sont conservées, ce qui veut dire que je peux très bien revenir l'après-midi sur la saisie de mes pièces. Et puis je vais valider, et à ce moment-là, déclencher l'enregistrement de mes écritures d'achat, bon, en l'occurrence un lot, que je vais retrouver qui a été passé en brouillard, ce qui me permet de pouvoir continuer à retravailler mon écriture. On a différents automatismes, y compris sur les écritures, ce qui me permet aussi de pouvoir facilement extourner. Bon, sur un achat, ça a peut-être moins de sens, mais par exemple sur une écriture de règlement, de pouvoir demander à extourner la pièce, et pour ça, eh bien de pouvoir enregistrer par exemple pour un règlement, eh bien son écriture de rejet automatiquement, lettrer l'écriture de règlement avec l'écriture de rejet après avoir délettré le paiement de la facture. Donc tout peut être automatisé. Voilà pour la saisie en masse. Une autre fonctionnalité que je peux vous présenter, c'est prendre l'ordre, c'est du coup l'assistant de paiement, les sessions. Donc je vais pouvoir pour ça indiquer le mode de paiement sur lequel je vais travailler, par virement, choisir à quelle date je vais effectuer l'opération, par exemple au 31 décembre, ce qui veut dire que je vais aller requêter toutes les pièces dont la date d'échéance est avant le 31 décembre. Et puis je peux également anticiper et forcer une plage de date, donc ça dépend des modes de paiement. Je pourrais également filtrer différentes contraintes. J'interroge la base de données, ça me permet de récupérer différentes pièces, donc là en l'occurrence je retrouve une facture et puis 2 écritures d'achat qui ont été enregistrées pour 2 tiers différents. Je peux sortir un élément, donc par exemple décider que une des factures, des écritures ne va plus être sélectionnée dans ma session, je la mets de côté et garder uniquement les 2 autres.
Je peux laisser ma session en stand-by, passer à d'autres occupations, revenir le lendemain pour la compléter, et puis à un moment donné, eh bien, décider de la valider et déclencher un ordre bancaire. Donc là, on a un ordre bancaire qui a été généré. Hop, on va aller le voir. Donc un ordre de virement par SEPA. On retrouve sur cet ordre de virement un scénario de déclenchement de la comptabilisation des écritures. C'est-à-dire qu'on peut choisir si on va comptabiliser nos écritures quand on va valider notre session de paiement, qu'on puisse comptabiliser quand on va confirmer l'ordre, quand on va envoyer l'ordre en banque, le signer. On peut définir par mode de règlement toute cette stratégie. Évidemment, également les différents formats de fichiers qu'on va générer, etc. Donc là, en l'occurrence, on est sur un déclenchement d'écriture à la confirmation de l'ordre bancaire. Je retrouve dans mon ordre bancaire les informations émetteurs, donc le compte bancaire à partir duquel je vais faire l'opération. Et puis, on va retrouver les destinataires. Donc j'ai ici deux destinataires, Masson et Blueberry. Je vais retrouver à chaque fois les origines. Au-delà des références, je peux retrouver également les pièces, les visualiser en PDF. Et puis également une échéance, donc ici. Ce qui est intéressant également de voir, c'est d'aller sur la facture du fournisseur, donc de Masson SA, la facture de 4300 et quelques, et de retrouver qu'on a un paiement en attente. C'est-à-dire que dès le moment où on a déclenché un ordre bancaire, eh bien on a passé notre attente de règlement. L'idée, c'est d'éviter qu'il y ait un doublon de règlement dans la solution. Évidemment, si pour X raison je voulais annuler, je peux très bien annuler mon ordre bancaire, revenir sur ma session, annuler ma session et redéclencher mes règlements. Je peux également continuer, donc aller sur mon ordre bancaire et le confirmer. Donc le confirmer, c'est-à-dire que je vais générer mon fichier bancaire et puis ensuite je pourrais l'envoyer en signature qui est habilité et qui pourra ensuite l'envoyer en banque. Nos ordres bancaires, les fichiers de nos ordres bancaires sont également chiffrés en base de données, ce qui n'est pas configuré sur ma base, d'où le message qui apparaît. Mais nos fichiers sont chiffrés dans l'idée de les sécuriser, c'est-à-dire qu'une personne à un moment donné, n'est pas accès aux fichiers, une personne mal intentionnée, qui ne la retrouve pas, par exemple, au travers de la GED sur le serveur, même s'il y avait une fuite, le fichier ne serait pas accessible. C'est notamment important dans les fichiers de paye qui transitent par la solution. Donc on les génère pas depuis la solution, pour autant on va les récupérer. Et donc dès le moment où on les récupère, qu'on les charge dans la solution, on les chiffre avant de les stocker. Et donc dès le moment où j'ai confirmé mon ordre, eh bien si je retourne sur ma facture, elle passe en facture payée. Et ça me permettra de retrouver directement sur ce règlement l'écriture d'encaissement, ou l'ordre bancaire d'ailleurs. Voilà, alors un autre élément que l'on peut voir, c'est le recouvrement. On avait parlé d'affacturage tout à l'heure, peut-être au moins les méthodes de recouvrement. Donc on peut avoir par exemple plusieurs méthodes de recouvrement. Ici, une méthode de recouvrement pour les professionnels et une pour les particuliers. Dans ces méthodes de recouvrement, on retrouve différents niveaux. Pour chacun de ces niveaux, on a des seuils de déclenchement. Donc le seuil de déclenchement, il peut être aussi bien en termes de délai qu'en termes de montant. Donc là, tel que c'est configuré, dès le moment où on a une facture qui est arrivée à échéance, eh bien on envoie immédiatement un email. Ça peut être un email, ça peut être un SMS, ça peut être un courrier. On peut également mixer, c'est-à-dire que pour une même étape, on peut envoyer un SMS et un email. Et puis ensuite, on a d'autres actions qui peuvent être déclenchées en fonction, donc ici, d'un délai de 10 jours. Donc 10 jours depuis la dernière date de relance et la dernière date d'échange des factures. Et puis on a par la suite des actions qui peuvent être soumises à validation manuelle. Ça veut dire que quand on va déclencher le traitement en automatique, peut-être chaque nuit, eh bien on va pas déclencher les actions. On va demander à l'utilisateur sur son tableau de bord de venir valider l'opération avant de lancer le traitement. Ce que je peux vous montrer également, c'est les relevés bancaires, pour rester dans les encaissements. Donc on récupère les relevés chaque matin, autour de 7-8 heures du matin. Ça nous permet de retrouver en rouge les mouvements et en bleu les soldes initiaux et finaux. À partir de ces relevés, on va pouvoir déclencher une session de rapprochement bancaire, une ou plusieurs d'ailleurs, si on avait plusieurs comptes bancaires différents pour une même banque. On a un code couleur en bas en orange ou en vert si les pièces sont rapprochées pour le contrôle tout simplement. Je vais pouvoir donc lancer une session de rapprochement. Sur cette session de rapprochement, je peux choisir
de traiter uniquement le relevé du jour ou bien d'inclure les relevés précédents qui n'auraient pas été rapprochés. Je vais charger du coup mes pièces, mon relevé. Donc je retrouve ici la dizaine d'opérations et puis en dessous les écritures à rapprocher. Et donc à ce moment-là, j'ai deux opérations que je peux déclencher. D'abord peut-être le pointage automatique, c'est-à-dire qu'on va regarder pour chacun de ces éléments si on a une écriture qui avait été comptabilisée et qui correspond. Donc qui correspond en fonction du montant, en fonction des dates, en s'appuyant sur des règles qui ont été prédéfinies et qui vont nous permettre de déterminer un indice de confiance. Pour illustrer mes propos, on retrouve par exemple ici des règles où quand l'origine et les montants sont égaux, eh bien on a un indice de confiance qui est vert. Quand on a des plages de dates, eh bien on va arriver dans un indice de confiance orange et puis on va le dégrader au fur et à mesure jusqu'à rouge. Donc ça reste un indicateur dans notre pointage. On va pouvoir déclencher le pointage. Donc la solution à trouver ici, 4 écritures correspondant à notre relevé, avec un indice qui est vert, simplement puisqu'on est sur des origines et montants égaux. Donc là, il y a peu de doute. Peu de doute sur ce que l'outil a proposé. Si on avait des indices qui étaient en orange, par exemple, ou en rouge, évidemment, on pourrait contrôler et choisir de dépointer et de repointer différemment. Et puis, on a également la possibilité de comptabiliser, donc de comptabiliser automatiquement en s'appuyant sur des règles, donc des règles qui nous permettent d'exploiter, et bien comme je le disais, les relevés enrichis avec l'IBAN de l'émetteur, nous permettent d'exploiter par exemple un code dossier ou une référence de facture qui aurait été enregistrée, qui nous permet de la retrouver, et donc d'enregistrer non seulement l'écriture d'encaissement, mais de retrouver la facture et de lettrer avec la facture. Dans tous les cas, ça reste des propositions. On peut également revenir sur un rapprochement, c'est-à-dire qu'on a validé notre rapprochement, on avait un doute, mais on l'a quand même validé. Le lendemain, on reçoit l'opération qu'on attendait. Eh bien, on peut revenir sur le rapprochement bancaire de la veille, le corriger, changer l'imputation et revalider. À savoir qu'à chaque fois qu'on intègre un relevé, on vérifie les soldes. On a la chance d'avoir donc les soldes initiaux et finaux avec les échelons X qui nous permettent de vérifier qu'on a toujours une continuité et pas de doublon. Et puis on pourrait même du coup supprimer notre rapprochement bancaire pour le relancer. L'outil va faire les traitements inverses. Voilà pour la partie relevée. On va passer peut-être au rapport. Donc on a différents rapports qui sont présents dans la solution. Je vais vous montrer quand même la liste. Hop. Donc rapport et export. Export c'est un petit peu plus simple. On va voir les exports FEC, donc normés pour le fisc, mais également des balances générales qui peuvent être exportées et différents formats. On va retrouver au niveau de nos rapports une liste d'une trentaine d'états qui sont prédéfinis, qui concernent aussi bien nos écritures, donc des journaux, des grands livres, des balances, que d'autres fiches métiers, comme par exemple les immobilisations, la TVA, etc. Donc ces rapports nous permettent ensuite de pouvoir définir des critères avant de les exécuter. C'est de choisir par exemple la période, donc sur l'année 2024, de choisir le format de sortie, PDF, Excel, de choisir si on souhaite filtrer sur une devise en particulier, sur un compte comptable en particulier ou sur une arborescence, notre plan de compte, pour vous le présenter. On va retrouver donc notre PCG avec les différentes classes de comptes et derrière toutes les subdivisions concernées, et pour chaque compte comptable, eh bien la possibilité de retrouver tout le paramétrage correspondant. Hop, je reviens sur les types de rapports. Et donc, on a pu choisir, par exemple, le sortir les comptes de classe 6 et 7, et il va reprendre toute l'arborescence. On peut filtrer sur un tiers. Dans les règles d'impression, on peut également choisir différentes options, comme par exemple afficher un solde progressif, filtrer uniquement sur des écritures comptabilisées, calculer des reports à nouveau, temporaires tant qu'on les a pas déclenchés, etc. Et puis derrière, évidemment, sortir nos documents. Donc, par exemple, ici, notre grand livre avec une présentation qui est assez classique, et à droite, les montants en devises. À savoir qu'on a également des rapports personnalisés. Donc les rapports personnalisés, ça nous permet de pouvoir, dans l'outil, construire un petit peu n'importe quel rapport sans passer par un outil d'editing directement dans la solution. Ça peut être le cas pour des rapports qui sont normés comme n'importe quel état.
Par exemple, ici, pour les soldes internes de gestion, on va pouvoir définir des rubriques. Par exemple, la vente de marchandises, en indiquant que la vente de marchandises, c'est tous les comptes qui démarrent par 707, et on va faire l'opération débit moins crédit. Mais ça peut être également de filtrer sur certaines classes de comptes. Donc au travers, par exemple, des types de comptes, d'aller chercher les comptes clients, de dettes, etc. De filtrer sur certains comptes en particulier, sur certains comptes analytiques, etc. Et puis ensuite de pouvoir l'utiliser, pour calculer des totaux au travers de règles personnalisées. Donc par exemple, dans la rubrique suivante, eh bien on vient prendre la première des rubriques que je vous ai présentées, moins la deuxième. Mais ça pourrait être une multiplication, on pourrait faire un petit peu ce qu'on veut, mettre des pourcentages, faire tous les calculs que l'on souhaite. À savoir qu'on retrouve ici une présentation en ligne, et après en colonne, où on a fait apparaître, par exemple ici, des montants. Donc pour avoir une deuxième colonne qui va présenter non pas uniquement des montants, mais sur lesquels on va faire une autre opération. On va pouvoir, par exemple, demander à calculer un écart en pourcentage d'évolution entre l'année N et l'année -1, entre un écart par rapport à un petit peu tout ce que l'on souhaite. Une répartition analytique, voilà. On a également la possibilité de faire des comparaisons. Donc je peux comparer l'année en cours avec l'année précédente, et je peux choisir plusieurs années, par exemple le faire sur 4 périodes différentes. Je peux travailler sur une année glissante, etc. Donc sans passer dans l'outil d'editing, déjà dans la solution, on peut construire un petit peu n'importe quel rapport, mais évidemment par la suite, il y a la possibilité d'utiliser Bird, qui est un outil d'editing qu'on utilise, et qui permet d'aller plus loin, qui permet presque au pixel près de définir ce que l'on souhaite. Voilà la partie rapport. En bancaire, on en a parlé. Rappro, immobilisation peut-être, quand même. Donc nos immobilisations, elles peuvent être saisies manuellement. On peut faire une reprise, évidemment, au démarrage de la solution. Et puis, derrière, l'idée à automatiser l'enregistrement, donc de s'appuyer sur des catégories d'immobilisation. Par exemple, pour le matériel informatique, eh bien, on va retrouver, pour cette catégorie, on va retrouver les plans d'amortissement qui vont s'appliquer, fiscal, économique et donc dérogatoire, la méthode de calcul, linéaire ou dégressif, le nombre d'amortissements par année, par mois, prorata temporis, sur 360 jours, 365, le schéma comptable qui va s'appliquer, et on va pouvoir associer ces catégories d'immobilisation à des articles. L'idée de les associer à des articles, c'est que lorsqu'on va enregistrer notre facture fournisseur, eh bien automatiquement, on va être capable, à la sélection de l'article, qui aura été peut-être d'ailleurs récupéré depuis la commande, eh bien de déclencher l'enregistrement de notre fichier mot. Sur notre fichier mot, que l'on peut aussi compléter manuellement, donc on va enregistrer un ordinateur par exemple, je vais choisir donc la catégorie, je vais retrouver les mêmes automatismes, donc les plans ont été récupérés par exemple, je choisis la quantité du lot que j'ai acheté, la valeur, voilà, 3500. Je peux ensuite choisir mon fournisseur. Alors tout ça, évidemment, c'est automatisé. Quand on passe par les factures ou les écritures, on va récupérer les liens directement. Un compte du coup d'immobilisation, donc 208-18 quelque chose pour matériel informatique, éthique éventuellement, et je vais pouvoir ensuite demander à calculer mes plans d'amortissement. Et donc là, l'outil a été calculé le plan d'amortissement fiscal, économique, dérogatoire. À savoir ensuite que je vais pouvoir le valider, je pourrais faire des scissions d'IMO, traiter les IMO en cours, enregistrer les sessions, enfin, toute la vie finalement d'une immobilisation. Je pourrais enregistrer les écritures d'autorisation aux amortissements, soit ponctuellement, mais évidemment plus habituellement de faire un traitement de masse pour interroger toute la base des IMO et déclencher nos écritures, peut-être dans un mode de simulation avant de les valider. À savoir que sur nos fichiers IMO, on a également un emplacement et un numéro de suivi. L'idée, c'est que lorsqu'on va recevoir par exemple une machine, que cette machine, elle va connecter sur différents chantiers, et bien quand on va la recevoir, on va l'enregistrer dans un emplacement de stock avec un numéro de série, et qu'on va reprendre cette information au niveau de notre fichier IMO, ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite suivre les évolutions. C'est-à-dire que quand on va passer d'un chantier à l'autre, d'un atelier à l'autre, automatiquement notre fichier immobilisation va être mis à jour, ce qui facilitera les opérations d'inventaire, puisqu'on peut aussi appliquer des codes barres sur le matériel, dans l'idée de faciliter les opérations d'inventaire via les terminaux portables.
Ce que je pourrais vous montrer d'autre, c'est peut-être comme une opération de masse, par exemple un traitement de cutoff. On va choisir hop, un cutoff comptable avec des factures à émettre, à établir. Hop, FAE, je renseigne les descriptifs qui viennent en complément sur les écritures. Voilà. Je peux choisir le journal sur lequel je vais comptabiliser, en sachant que pour chacun de ces journaux, on a défini quels étaient les statuts d'écriture autorisés, donc brouillard, simulé, comptabilisé. Donc là, en l'occurrence, je vais partir sur du brouillard. Et puis, je vais ensuite pouvoir prévisualiser mes pièces. Donc, avant de lancer le traitement, je vais d'abord aller regarder mes bons de livraison. Et pour chacun de ces bons de livraison, je retrouve le montant non facturé, la quantité que j'ai en stock et la quantité peut-être déjà facturée, si je l'avais. Et je vais pouvoir ensuite valider les pièces pour déclencher les écritures, donc soit ponctuellement sur un des bons de livraison, ou bien évidemment, je peux revenir en arrière et demander à lancer le traitement en masse. Et pour ça, je pourrais éventuellement aussi passer par des écritures simulées pour pouvoir d'abord les visualiser avant de les déclencher. On va essayer de voir le reste. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Ce que j'aurais pu vous montrer aussi dans les traitements. Alors, il y avait aussi la consultation des écritures. Donc, on est dans une présentation où on a la liberté de pouvoir interroger toutes les pièces. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rentrer sur un journal, sur un compte donné pour pouvoir voir les soldes. On peut le faire évidemment, mais l'idée c'est plutôt de pouvoir afficher toutes les pièces et dans ce même écran, eh bien de retravailler la présentation en fonction de ce qu'on cherche. Par exemple, si on recherche toutes les écritures sur un compte fournisseur, de filtrer sur le compte et puis de regrouper par tiers les pièces pour voir les soldes. Ça peut être également d'avoir une présentation, on va ressortir, sous forme de grands livres. Donc je vais grouper par compte comptable, et puis on va faire un grand livre auxiliaire, j'ai filtré ensuite sur mes fournisseurs ou clients. Et je peux interagir avec, c'est-à-dire que je peux regarder si j'ai des pièces qui devaient être lettrées, donc là en l'occurrence elles le sont toutes, mais je pourrais, si ce n'était pas le cas, venir lettrer les pièces, calculer des totaux, lettrer, interagir avec. Je peux exporter évidemment la donnée. Je peux également créer des filtres et partager ces filtres. Par exemple, travailler sur uniquement une devise, EUR, et décider d'enregistrer donc, écriture en euros et le partager à d'autres utilisateurs. Et donc, je vais qui a été appliqué. Je peux le partager à d'autres utilisateurs, revenir dessus quand je le souhaite. De même qu'en termes de personnalisation, je vais pouvoir jouer sur les largeurs de colonnes que je vais pouvoir conserver, qui me sont propres. Je vais pouvoir également choisir les colonnes qui vont apparaître si une information complémentaire a été ajoutée. Donc on a un studio dans l'application qui nous permet aussi de pouvoir enrichir les pièces. Alors j'avais fait un exemple sur les comptes comptables, on va prendre une autre pièce dans la configuration pour donner cet exemple. Les journaux. Donc je retrouve des journaux avec leur configuration, workflow de validation, etc. J'ai la possibilité, à un moment donné, d'enrichir. Ça peut être de rajouter un descriptif sur l'écriture qui aide le lettrage. Ça peut être un petit peu ce que l'on souhaite. Et pour ça, on a la possibilité de pouvoir rajouter des éléments sans passer par un développement ou quelque chose qui pourrait toucher le cœur de l'application. On a le cœur de l'ERP qui est d'un côté, qui est sécurisé, et puis de l'autre, on va pouvoir compléter au travers du studio. Mais c'est bien, même si le comportement derrière est similaire pour les utilisateurs, c'est bien cloisonné en amont. Donc j'ai un studio qui me fait déplacer des fiches, donc par exemple des zones. Je peux rajouter une zone de texte. Donc on va dire un commentaire. Je vais le faire apparaître dans la liste. Je vais rajouter une date. Et on va lui donner un nom, date de relance. Alors ça n'a pas de sens ici pour le journal, mais c'est pour illustrer. Et puis je pourrais également rajouter des tableaux. Alors tableau, ça peut être vers des comptes comptables, ça peut être vers même une base article dans la solution. Hop. Et donc en quelques clics,
ce qui va se passer, c'est que si je retourne sur mon, eh bien automatiquement, je retrouve les rubriques que j'ai ajoutées, donc un commentaire, un exemple, une date de relance, une liste d'articles, et on va en sélectionner quelques-uns, hop, sans passer par le moindre développement. Et ces données, je vais pouvoir ensuite les exploiter dans la vue liste. Donc je retrouve ici par je peux rechercher dessus. Je vais pouvoir exporter la donnée, créer des filtres que je souhaite dessus, etc. Mais je n'ai pas touché au cœur d'application, ce qui veut dire que si demain il y a une mise à jour de la solution, ben, j'en bénéficie, mais je retrouve toujours mes rubriques. Voilà, bon, c'est une petite aparté sur le studio, et c'est pour montrer aussi un peu les possibilités de la solution. On a la partie budgétaire, donc budget de dépenses, d'investissement et puis de recettes. Dans la solution, alors peut-être sans rentrer trop dans le détail, je vois qu'il y a des questions. Je vais vous montrer un petit peu tous les indicateurs. Ce qui serait intéressant, c'est quand même de vous montrer peut-être un peu la brique BI. Je dois bien avoir un exemple quelque part, pardon. Je vais de changer d'écran. Voilà, par exemple ici, un tableau de bord BI sur la comptabilité, donc qui nous permet de retrouver différents indicateurs, le top 3 des produits, des charges, des fournisseurs, d'analyser les retards de paiement, etc. Donc ça reste des exemples de tableaux de bord qui sont entièrement personnalisables, interagir, sur lesquels on peut filtrer également. Filtrer par exemple, alors peut-être pas ici, mais sur un graphique, on peut avoir également des liens de dépendance. Hop, je regarde si j'en ai un autre qui serait plus intéressant. Peut-être sur les budgets, ça peut être pas mal. Donc sur les budgets, ça me permet de retrouver donc sur un niveau en particulier filtre pour filtrer sur tel ou tel budget en particulier, de retrouver une analyse des dépenses et recettes par. Donc on interroge en direct la base de données. Et puis on a également lié les graphiques. C'est-à-dire que par exemple, si je filtre dans un des graphiques un élément, ça va filtrer les graphiques suivants, le cube en bas, et ça marche dans les deux sens. Voilà, après on a des catégories, enfin, il y en a d'autres. Ça peut être des cartes, ça peut être vraiment tout type de présentation. Donc ça, c'est les tableaux de bord BI. On a également des tableaux de bord de pilotage dans la solution. Je vais vous en présenter un. Voilà, donc par exemple, ici, on en a un sur la répartition des modes de paiement, des transactions, des soldes bancaires. L'avantage de ceux qui sont de ces tableaux de bord par rapport à la BI. Dans la BI, c'est très puissant, ça permet d'aller très loin dans l'analyse, mais ces tableaux de bord sont plutôt des tableaux de bord opérationnels, c'est-à-dire qu'ils sont associés à l'utilisateur à la connexion, et ça lui permet aussi d'interagir avec, par exemple, pour un solde bancaire, de directement afficher ligne de relevé. Ça peut être pour des pièces qui sont en attente de bons à payer ou un RIB non validé, de pouvoir aussi les afficher et puis jouer avec les workflows. Donc les graphiques sont cliquables et ouvrent éventuellement des traitements. Voilà, alors j'espère ne rien avoir oublié, ça reste qu'une overview, évidemment, on n'a pas été très loin dans l'application, juste pour illustrer mes propos. Je retrouve dans la partie configuration tous les modules. Ça ne veut pas dire pour autant qu'évidemment que tous les utilisateurs ont accès à tous ces entrées de menu. Un comptable accédera peut-être à la brique comptabilité et à quelques entrées, peut-être pas aux ordres bancaires par exemple, ce sera le trésorier qui aura la main dessus. Donc on a une gestion fine des droits qui permet par exemple pour un trésorier d'accéder aux ordres bancaires et en fonction d'un montant pouvoir valider ou bien que ce soit un autre utilisateur, d'accéder aussi partiellement à la donnée. Donc par exemple de voir pour un commercial les factures clients mais uniquement celles de son portefeuille, sans voir peut-être les données comptables qui sont contenues sur ces factures. Et puis, en tant qu'administrateur, évidemment, je vois toutes les rubriques. Et dans chacune de ces rubriques, dans chacun de ces modules, eh bien, on retrouve un certain nombre de paramétrages. Donc, par exemple, j'ai pas activé le multi-échange, j'ai pas activé le cut-off, la période de cut-off, par exemple, etc. Donc, on a un certain nombre de paramétrages qui est valable globalement dans l'outil, puisqu'il est multi-société, ou par société, où on retrouve aussi un certain nombre de paramétrages.
sur les écarts de change, sur les écarts de règlement, enfin peu importe. En sachant qu'outil, j'aurais dû préciser depuis le début, et donc multi-société, multi-devise. Donc on va gérer les arrondis en fonction de la devise. Si on est en dollars, eh bien on arrondira à 2 décimales. Si on est en francs Pacifique, on fera l'arrondi à l'unité. Et on retrouvera toujours dans nos pièces la double comptabilisation. Donc si je vais sur une facture, par exemple en dollars, eh bien je retrouve les montants en euros, donc en devise société, mais également les montants en dollars. On s'appuie sur différentes API pour pouvoir calculer les écarts de change. Ça peut être parce que manuellement on l'a renseigné à la main dans la configuration, mais ça peut être aussi parce qu'on s'appuie sur la Banque Centrale Européenne pour connaître les taux avec l'euro, ou encore une autre API qui est plus internationale. Voilà, on a fait à peu près le tour. On n'a évidemment pas tout vu, comme je le disais, mais ça donne un peu une overview de. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous par la suite si vous avez des questions ou des sujets plus précis à aborder. Merci à tous pour votre participation.